Bonjour, une invitation à la culture scientifique, une histoire du développement des concepts scientifiques, présentation. C'est le titre du premier cours de culture scientifique, c'est la partie 1. Il y aura deux autres parties. Mon nom est Patrice Remaud, je travaille dans un laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes à l'université de Poitiers et j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. J'ai un mail, patrice.romo@unif-poitiers.fr et vous pouvez trouver un blog sur Internet. Ce blog n'est plus à jour depuis quelques années. Je vais me présenter. Donc, j'enseigne donc dans cette école d'ingénieur où on me voit en riant devant la façade. Pourquoi en riant? C'est mon collègue de bureau qui m'a pris en photo. On peut enseigner les sciences de manière rigolote, en souriant. Et surtout, avec la culture scientifique, ça peut présenter un caractère ludique, on peut raconter l'histoire de la vie des scientifiques, et on peut faire aussi des mathématiques, mais on n'est pas obligé de faire des mathématiques. On peut contourner l'obstacle mathématique pour la plupart des gens pour acquérir une culture scientifique. Hein, on va s'intéresser au développement des idées, des concepts. Voilà. Et je suis aussi conférencier, à côté de mon métier d'enseignant à l'école d'ingénieur. Alors, ma légitimité hein, en histoire des sciences vient du fait que j'ai fait un travail sur l'histoire de l'automatique en France. Donc, j'ai présenté une thèse à Paris, au Centre d'histoire des techniques du CNAM. Et cette thèse a été l'occasion d'écrire un livre pour la communauté des automaticiens, Histoire de l'automatique en France, 1850-1950. Tout d'abord, une petite leçon d'humilité. Sommes-nous tous des experts? Pas sûr. Donc, Étienne Klein, personnage connu hein, du monde médiatique, a écrit un livre qui s'appelle Le goût du vrai, dans une petite collection qui s'appelle Tract de Gallimard en 2020, au moment de la pandémie. Et Étienne Klein, physicien, philosophe des sciences, va nous prévenir hein, de comment nous abordons la vérité. Donc Bertrand Russell, d'abord une petite phrase, le concept de vérité, compris comme dépendant de faits, qui dépasse largement le contrôle humain, a été l'une des voies par lesquelles la philosophie a jusqu'ici inculqué la dose nécessaire d'humilité. Donc on voit vérité, hein, les concepts, les faits, les sciences, hein, et l'humilité. Oui, c'est quelque chose de nécessaire lorsqu'on fait des sciences. Donc Étienne Klein reprend une phrase de Kafka, il est difficile de dire la vérité car il n'y en a qu'une, mais elle est vivante et a par conséquent un visage changeant, évidemment. Alors lorsqu'on commente ce qui est vivant, eh bien ce n'est qu'un commentaire, c'est pas le vivant. C'est difficile de dire la vérité. Donc on reprend Étienne Klein le 5 avril dernier, alors qu'aucune étude thérapeutique n'avait encore eu le temps d'aboutir, le Parisien publiait les résultats d'un sondage abracadabrantesque à la question « D'après vous, tel médicament est-il efficace contre le coronavirus ?» On voit bien de qui on cause. 59% des personnes interrogées répondaient oui, 20% non. Seuls 21% des sondés déclaraient qu'ils ne savaient pas. L'immense majorité, 80%, affirmait donc savoir ce que personne ne savait encore. Donc 80% des Français donnaient un avis sur une question scientifique, alors que les scientifiques eux-mêmes ne se prononçaient pas. C'est quand même assez incroyable. Donc qu'est-ce que ça veut dire la vérité, le goût du vrai? Un petit peu d'humilité. Certes révélatrice sur nos systèmes de croyance, sur notre promptitude à nous considérer experts, une enquête de ce type ne dit strictement rien de l'efficacité thérapeutique du dit traitement, évidemment. Elle ne fait qu'embrouiller les choses et troubler les esprits. Tant s'en faut que je souhaite restreindre notre liberté de croire ou de penser. Mais il me semble important de pointer 4 biais qui la contaminent à notre insu et s'amplifient par interférence mutuelle. Qu'est-ce que c'est qu'un biais, d'abord? Alors, il y a un homme qui a été prix Nobel d'économie, hein, mais c'est un psychologue économiste qui est assez rare, Kahneman, Biais et bruit. Il écrit un livre hein, qui s'intitule Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter? Donc il donne un exemple dans son livre qui est très intéressant. Imaginons 20 personnes se donnent rendez-vous dans un stand de tir. Elles forment 4 équipes de 5. Chaque équipe se partage une carabine. Chaque tireur ne tire qu'une fois. L'équipe A a tiré, donc les 5 tireurs ont tiré qu'une fois. On voit que les tirs sont centrés au centre de la cible. L'équipe B, ils sont tous rassemblés, comme pour l'équipe A, mais pas au centre, décalés sur la gauche. L'équipe C, visiblement, c'est réparti sur l'ensemble de la cible. Et l'équipe D, c'est aussi réparti sur l'ensemble de la cible. Le tir de l'équipe A
Les tireurs d'Écosse sont regroupés tout près du centre, ils sont de bons tireurs. L'équipe B, les tirs s'écartent tous du centre, dans la même, ils souffrent d'un biais, peut-être une lunette de visée faussée. Les tirs de l'équipe C sont largement dispersés, ils subissent un bruit, mais lequel? Peut-être qu'ils sont des tireurs médiocres. Et l'équipe D est sujette tout à la fois au biais et au bruit. Les tirs se situent dans la quart sud-ouest de la cible et ils sont dispersés. Donc, on voit bien, hein, le bruit, ça disperse dans toute la cible. Le bruit plus le biais, ça les rassemble dans le quart inférieur gauche, là. Et y a donc un bruit et un biais. C'est peut-être plus clair. Donc on continue maintenant les 4 biais. Premier biais, la tendance à accorder davantage de crédit aux thèses qui nous plaisent qu'à celles qui nous déplaisent. Évidemment, hein, on préfère entendre ce qui nous plaît. Donc je passe, gouverné par nos émotions, ce qui est un problème dans notre société aujourd'hui. Notre feeling, nous prenons nos désirs pour des réalités. Tant pis pour les faits, les arguments qui viendraient à nous démentir. Oui, gouverné par nos émotions, c'est intéressant que nous y réfléchissions. Deuxièmement, ce que certains appellent plaisamment l'ipsédixitisme. Dès lors que le maître lui-même l'a dit, alors on ne discute pas. Il y avait un célèbre docteur qui affirmait une vérité scientifique pour lui, qui s'est avérée problématique, et nous le suivions aveuglément. Le maître l'avait dit. Dans sa forme dégradée, ce travers nous pousse à croire qu'une chose est vraie pour l'unique raison que nous l'avons lu ou entendu. Ça, c'est très courant avec les médias sur Internet, hein, le suivi des médias sociaux, c'est assez impressionnant, quoi. Troisièmement, l'ultracrépidarianisme, autre néologisme malicieux construit à partir de la locution latine, le cordonnier doit s'arrêter au rebord de sa chaussure. Ce mot désigne la tendance fort répandue à parler avec assurance de sujets que l'on ne connaît pas. On connaît tous quelqu'un qui affirme des choses alors qu'il n'a fait absolument aucune étude sur le sujet. Quatrième biais, la confiance accordée à l'intuition personnelle, au bon sens, aux évidences apparentes pour émettre un avis sur des sujets scientifiques. Le bon sens et les sciences. Attention, danger. Tout de suite, une petite mise au point. La catastrophe climatique est inévitable. Bien sûr qu'il y a quelque chose dans les sciences qui s'est avéré depuis quelques dizaines d'années comme étant un problème, peut-être un des problèmes les plus graves que vit l'humanité, c'est la catastrophe climatique, c'est le dérèglement climatique. Bruno Latour, hein, qui vient de décéder, sociologue, anthropologue, philosophe des sciences, a écrit 2 livres qui sont très intéressants. Où atterrir, comment s'orienter en politique, Où suis-je, leçon du confinement à l'usage des terrestres. Il nous dit, depuis la terrible expérience du confinement, les États comme les individus cherchent tous comment se déconfiner, en espérant revenir aussi vite que possible au monde d'avant, grâce à une reprise aussi rapide que possible. Mais il y a une autre façon de tirer les leçons de cette épreuve, en tout cas pour le bénéfice de ceux que l'on pourrait appeler les terrestres. Cela se doute qu'ils ne se déconfineront pas, d'autant que la crise sanitaire s'encastre, très intéressant, dans une autre crise bien plus grave, celle imposée par le nouveau régime climatique. Tout ce que nous vivons va s'encastrer dans le nouveau régime climatique, comme dit Bruno Latour. Si nous en étions capables, l'apprentissage du confinement serait une chance à saisir, celle de comprendre enfin où nous habitons, cette terre. Que faisons-nous ? On continue à la détruire. Donc évidemment, les conséquences de ce qui nous arrive, eh bien c'est le prix de l'énergie, le climat, lors des choix, réchauffement, comment Total et Elf ont choisi le déni pendant les... On sait très bien ce qui s'est passé depuis des décennies. C'était en 2022 cet article. Jancovici, Jean-Marc, est donc très connu, un président du Shift Project, enseignant à l'école polytechnique, militant hein, pour nous alerter sur ce qui se passe au niveau du dérèglement climatique. Aurélien Barraud, astrophysicien, philosophe, tient les mêmes propos, nous prévient de la catastrophe, mais nous n'écoutons pas. Alors, qu'est-ce que nous dit Jancovici ? Il nous rappelle la différence entre sobriété, efficacité et pauvreté. L'efficacité, les ingénieurs ne nous l'ont pas donnée la fin du XXe, début du XXIe siècle. La sobriété, on en parle, le gouvernement nous en a parlé au début de 2023, n'est-ce pas trop tard ? Et la pauvreté, n'est-ce pas ce qui est en train de nous arriver ? L'inflation, les crises, etc. La sobriété, c'est de se priver délibérément d'un service donné, comme baisser la température dans une pièce ou acheter une voiture plus petite. L'efficacité, c'est utiliser moins d'énergie pour fabriquer le même service. Enfin, la pauvreté, c'est la sobriété subie car non planifiée. Aurélien Barraud, au même moment aux universités d'été du MEDEF. Le réchauffement climatique est dans une certaine mesure dérisoire comparé à la crise systémique. Notre système est plurifactoriel que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bigéochimiques, dévastation des espèces naturelles tuent davantage que le climat. Les piliers sur lesquels repose l'habitabilité sont en train de céder. Notre pauvre planète.
Changement de sujet. C'est pour vous montrer ce premier cours, la diversité de l'histoire des sciences que l'on peut traiter. La récompense suprême en sciences, le prix Nobel. Oui, nous avons en France de nombreux prix Nobel. En littérature, en mathématiques, en physique, en histoire, en économie, etc. Patrick Modiano, La place de l'étoile, très beau roman, hein, d'un jeune homme qui est juif et qui se promène dans Paris alors que l'armée allemande est là, et il y a un officier allemand qui parle un petit peu français, qui cherche la place de l'étoile, et il demande à ce jeune juif où est la place de l'étoile, et le jeune juif, très apeuré, lui montre sa poitrine. Terrible roman. En 2000, donc j'avais mis 14, en 2016, en chimie, Jean-Pierre Sauvage sur les machines moléculaires, hein, ces nanotechnologies. En 2018, physicien français, hein, recherche sur les techniques d'amplification des lasers, application en biologie, en médecine. Esther Duflo en 2019, hein, sur les travaux sur l'allègement de la pauvreté globale. Donc il y a des gens, il y a une jeune Française qui vit aux États-Unis qui travaille sur ce sujet. En 2020, donc là, c'est le prix Nobel de physique. Là, on avait Roger Penrose, qui est un grand physicien, qui était quelqu'un qui a travaillé sur l'astrophysique. Anglais. 2020, une Française, Emmanuelle Chapelier, en chimie. 2021, un certain nombre de prix Nobel. Je ne pense pas qu'il y ait un Français là. Je ne me souviens plus. En 2022, énorme récompense pour nous, Alain Aspect, hein, ses expériences de 1982 sur l'intrication quantique, une récompense justifiée. Clauser, un des premiers aux États-Unis à avoir fait le même type d'expérience, hein, pour départager, on dit, le débat entre Niels Bohr et Albert Einstein. Qu'est-ce que c'est que la réalité? Zellinger, ses applications, ses élèves chinois, etc. Toute cette histoire autour de la physique quantique. Et c'est sa deuxième révolution, travaille maintenant sur la particule et non plus sur le flot de particules. Lorsque l'on a élaboré le transistor en 1947, qui a donné toute l'électronique, l'informatique, tout ce que notre société connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la particule. C'est la deuxième révolution, la première étant le transistor. Avec toutes ses applications. La cryptologie, la téléportation quantique, le processeur quantique, hein, etc. Un prix Nobel de littérature, c'est une femme féministe, Annie Ernaux, qui a raconté avec une forme d'écriture très simple, très réaliste, ce que vit une femme, hein, ce qu'a vécu une femme. Elle est née en 1940, cette femme. Et donc elle a raconté ce qu'était et ce qu'est encore la vie des femmes. Prix Nobel, enfin récompensé, Annie Ernaux. Mais c'est quoi un prix Nobel? Et qui était Alfred Nobel? Donc Alfred Nobel a vécu au XIXe siècle, hein, c'était un chimiste suédois, il fabriquait des armes. Oui, alors bien sûr que c'est jamais très noble de fabriquer des armes. Donc il y a eu une entreprise qui a disparu très récemment, d'ailleurs, qui était la suite de son travail, hein, et inventeur de la dynamite, donc il avait bien sûr l'application dans la société de la dynamite. Alfred Nobel a créé une institution, la Fondation Nobel, créée en 1900, et il avait beaucoup d'argent, donc il a placé une somme d'argent en bourse, et les dividendes, il les distribuait chaque année aux meilleurs scientifiques. Donc il disait, hein, ces scientifiques qui ont rendu un grand service à l'humanité, donc qui ont réalisé un progrès, comme il y aurait le savoir, la culture, etc. Il y avait 5 disciplines au départ, hein, paix ou diplomatie, littérature, chimie, physiologie ou médecine, et physique. Donc, premier prix Nobel attribué en 1901 et en 1968 est créé le prix Nobel d'économie par la Banque de Suède. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques? Il n'y en a pas, oui, effectivement, il n'y en a pas. Et la rumeur court toujours, hein, une rumeur veut qu'Alfred Nobel ait omis de créer une récompense pour les mathématiciens car sa femme l'aurait trompé avec l'un d'entre eux. Un feu ou un tox? Pourquoi a-t-on cette rumeur? Eh bien, on a tous remarqué que dans cette société, dans les sociétés occidentales, la femme est souvent la cause de tout. Eh bien, regardez encore une fois la vérité de ce genre de fait. On entend souvent dire que la femme ou la fiancée d'Alfred Nobel aurait trompé avec un mathématicien. On parle parfois du grand mathématicien suédois Gösta Mittag-Leffler, raison pour laquelle il aurait décidé de ne jamais décerner le prix aux spécialistes de cette discipline, les mathématiques. Sans qu'il soit nécessairement fait mention d'une histoire de coucherie, d'autres prétendent que Nobel détestait Gösta Mittag-Leffler et n'avait pas créé le prix de mathématiques afin d'éviter que cet éminent mathématicien, membre influent de l'Académie royale des sciences suédoise, ne soit parmi les premiers à recevoir l'un de ces prix. En réalité, Nobel n'a jamais été marié. Et l'idée sur laquelle il aurait
Rivaliser avec Mittag Leffler pour les attentions d'une même femme semble complètement infondé. On ne sait pas grand-chose avec certitude quant à la relation exacte qu'entretenaient les deux hommes. Ils ne se sont, selon toute vraisemblance, pas beaucoup fréquentés dans leur jeunesse, noblesse acquittée. Voilà. Voilà une rumeur qui a la vie dure. Hein. Quelle la vie dure. Alors maintenant, pourquoi il n'a pas attribué? Vous lirez, il y a des raisons. Peut-être que les mathématiques n'étaient pas une science appliquée et que Alfred Nobel était un industriel. Bon, il y a quelques hypothèses, mais voilà. Ce n'est pas la faute d'une femme. Mais de quel montant est le prix Nobel? Beaucoup. Hein, c'est un prix très lucratif. Regardez en 2016 la somme, 800 000 euros. C'est très important. Nous, effectivement, on a beaucoup de prix Nobel, mais on a aussi des médailles Fields en mathématiques. Tiens, nous avons les médailles Fields, Cédric Villani, médaille Fields une de nos dernières, 2010. Donc Cédric Villani est quelqu'un qui s'est engagé en politique, on le connaît aussi à travers son engagement. Il écrit un livre, Théorème vivant, qui s'est vendu beaucoup, à un gros succès littéraire, alors que lorsque vous l'ouvrez, eh bien à l'intérieur, c'est quand même assez difficile à lire. Il a participé à une BD qui s'appelle Les Rêveurs lunaires, et à l'occasion d'un salon du livre à Paris, j'ai eu la chance de rencontrer Cédric Villani, et il m'a dédicacé cette BD que j'ai à la maison, Les Rêveurs lunaires, sur de grands scientifiques, dont Alan Turing, Werner Heisenberg, etc. Donc effectivement, il s'est engagé en politique. Et dans le livre, voilà ce qu'il y a, ce livre, Théorème vivant, beaucoup de mathématiques de haut niveau. Et pourtant, ça s'est vendu énormément. Il y a un cinquième du livre, c'est que des maths. Et ben voilà, les gens s'intéressent aux sciences. Alors, qui était John Charles Fields? C'était un Canadien qui a créé ce prix pour les mathématiques, l'équivalent d'un Nobel de mathématiques. C'est tous les 4 ans, au moins de 40 ans, et c'est pas doté d'une grande somme d'argent. Nous, en France, on a beaucoup de médailles Fields. On a 11 parmi 50. Bon, il y a pratiquement 20% des médailles Fields qui sont françaises, donc on a une très belle école de mathématiques. Un autre exemple de ce qui peut se passer en sciences, à travers l'histoire des sciences, la communication scientifique. Il y a une communication qui a été bien trop rapide, c'est comme les neutrinos. Donc un article paraît dans Libération en 2012, neutrinos plus rapide que la lumière, la morale de l'histoire. On remettait en cause, donc là, à travers une particule qui irait plus vite que le photon, la particule de lumière, les théories einsteiniennes. Alors, no shame, pas de honte. La revue scientifique vient ainsi réconforter les physiciens de l'expérience opéra, et singulièrement 2 de ses animateurs, Dario Thiero et Antonio Ereditato, qui ont démissionné de leurs fonctions après un vote interne. Or, affirme avec la plus grande force la revue Nature, ils n'ont rien à se reprocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement qu'ils ont communiqué sur cette expérience trop rapidement, et cette expérience a été revérifiée par la suite. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu un problème dans cette manipulation. Donc non, les neutrinos n'allaient pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc les 2 communicants, ils ont préféré démissionner parce qu'ils étaient allés bien trop vite. La science nécessite beaucoup de temps pour les vérifications d'expérience. Alors là, il y a deux livres que je vous montre. Siri Osved, donc elle a écrit un livre qui est lié à l'intelligence artificielle aujourd'hui, la neurologie, toutes les avancées de ces sciences neuropsychologiques, et c'est sur la problématique corps-esprit, les mirages de la certitude. Qu'est-ce que nous savons avec certitude? J'ai trouvé ce livre très intéressant. Il faudrait que vraiment beaucoup de gens le lisent, c'est passionnant. Et Siri Osved, c'est une écrivaine américaine, c'est la femme de Paul Auster, et ces 2 grands écrivains américains sont passés à la Grande Librairie avec Jean-François Bunel, et il y a une interview des 2 qui est très croustillante. Siri Osved, elle a la caractéristique, c'est lorsqu'elle sort un essai énormément référencé, beaucoup de pages de bibliographie sur les mirages de la certitude, elle sort un roman qui s'appelle Un monde flamboyant sur le même sujet. Que savons-nous? Que savons-nous avec certitude? L'apologie du doute. Là, un expert qui lui ne doute pas, donc Steven Pinker, grand psychologue cognitiviste canadien, un homme très connu, qui a écrit un livre, La part d'ange en nous, histoire de la violence et de son déclin, qui est très intéressant, et par contre, il a écrit des livres dans lesquels il ne doute pas, et lui, il a compris la nature humaine, comment fonctionne l'esprit. Donc ça, c'est très intéressant de voir cette femme avant Siri Osved qui doute, et cet homme qui affirme sur ce sujet-là. Sur le travail, donc dans la part d'ange en nous, regardez ce travail qui est intéressant de la part de Steven Pinker. Il classe les causes de guerre, etc., au cours des siècles, avec la mortalité et la mortalité équivalente
ramené au milieu du XXe siècle. Et on voit que la première cause de mortalité durant une guerre, c'était la Seconde Guerre mondiale. C'était le rang numéro 1, avec 55 millions de morts. Et bien sûr qu'on n'a aucun travail à la ramener au milieu du XXe siècle, ça s'est passé au milieu du XXe siècle. Par contre, regardez par exemple au quatrième rang la révolte d'An Lushan au 8e siècle, qui s'est passée en Chine, où il y a eu 36 millions de morts, avec... Pardon. Pardon. 36 millions de morts. Et si c'était ramené à la population chinoise d'aujourd'hui, il y aurait 429 millions de morts. On voit que quelque chose peut être réajusté. Le nombre de morts a été ramené à la population et on voit que ce n'est pas la Seconde Guerre mondiale qui a provoqué le plus grand nombre de morts par rapport à la population. Donc c'est intéressant de voir cette relativité des choses. On peut, il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas relativiser au sens de négliger. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Inspiré d'Albert Einstein, on attribue à Albert Einstein de nombreuses citations. Oui, il vaut mieux avancer plutôt que tomber. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, la connaissance nécessite de toujours avancer. Sinon, nous ne comprenons pas notre monde. Jean-Claude Carrière a écrit un petit livre, Einstein s'il vous plaît, qui est très intéressant. C'est une jeune femme qui va aller voir l'endroit où a vécu Albert Einstein à Berne, et elle est devant l'immeuble, elle se dit « Oh, j'aimerais bien voir l'appartement », elle monte l'escalier, elle sonne, et là, qui ouvre Albert Einstein. Donc Albert Einstein l'invite à venir s'asseoir dans son salon, ils vont prendre le thé, et il va répondre à ses questions sur la physique. Lui, il n'avait pas peur d'avancer. En 1905, à 26 ans, ni enseignant ni chercheur, il va publier 5 articles qui vont révolutionner la physique et probablement le monde. Un petit peu d'humilité, revenons au livre d'Étienne Klein, Le goût du vrai. Attention, attention, nous sommes des nains sur des épaules de géants, ceux qui nous ont précédés étaient des immenses savants, et nous faisons preuve d'un peu plus d'humilité. Un homme, Steve Jobs, qui parfois manquait d'humilité, mais voilà, c'était un homme charismatique qui a créé cette énorme entreprise Apple. Et cet homme qui va mourir d'un cancer du pancréas, qui était insoignable, et je pense qu'il est toujours insoignable, hélas, il a les dernières années de sa vie, donc il sait qu'il va mourir, il a ce cancer insoignable, et on va voir un discours qui en 2005, 6 ans avant sa mort, aux étudiants de Stanford, lui qui a fait 1 année ou 2 d'études supérieures avant de créer son entreprise, et il leur dit, vous êtes jeunes, j'en avais rêvé pour moi, eh bien je vous le dis, restez affamés et restez fous. C'est très très beau. Il y a une belle biographie sur Steve Jobs d'Isaacson. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stewart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I've always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. On sent qu'il est très mollo dans sa voix, il est très ému de donner ce message aux jeunes gens. Les rapports entre la réalité et la fiction, donc l'imagination des hommes n'a pas de limite. On voit une planète qui tourne autour de 2 soleils dans Star Wars, on pensait que ça n'existait pas dans l'univers, et bien si, on a observé ce genre de planète. Maintenant revenons aux objectifs de la culture scientifique, donc évidemment, étudier et comprendre les concepts scientifiques et leurs évolutions au cours de l'histoire. Il y a une histoire, il y a des concepts scientifiques qui évoluent au cours du temps, bien sûr, et toujours, à travers la lecture des textes originaux des scientifiques, oui. Évidemment, l'histoire des sciences s'appuie sur la lecture des textes des scientifiques. Réfléchir aux notions d'hypothèse. Le scientifique est quelqu'un qui énonce des hypothèses, des conjectures,
et de modèles scientifiques, les équations, la mathématisation qui vient au XVIIe siècle, hein, la révolution scientifique du XVIIe siècle avec Galilée, la loi de la chute des corps, on pense que c'est la première fois qu'un être humain applique une équation au phénomène naturel, ainsi qu'à la signification de la vérité et de la réalité. Donc la vérité, on en a déjà parlé, hein, le scientifique préfère parler d'un paradigme, on verra ça en philosophie des sciences, une vérité partagée par l'ensemble des scientifiques, on dirait un paradigme. Et la réalité, eh bien, l'expérience d'Adam Aspect en 1982, de Clauser aux États-Unis, nous laisse à penser, à travers le débat Bohr-Einstein, que c'est Bohr qui avait raison. Nous ne savons pas ce qu'est la réalité. Einstein propose une action fantomatique à distance pour expliquer l'intrication quantique, et évidemment, eh bien, nous ne savons pas aujourd'hui ce qu'est cette fameuse action fantomatique à distance. Einstein avait tort, il y a quelque chose, ce n'est pas fantomatique. Donc élargir notre culture scientifique pour développer notre sens critique, oui, notre société a bien besoin que nous ayons un sens critique. Ne pas confondre les sciences et les techniques, hein, les sciences c'est la volonté de savoir, la connaissance, les techniques c'est les applications industrielles, avec toutes les conséquences qui se sont déroulées depuis le 20e, le début du 21e. Là. Ne pas oublier les sciences humaines, bien sûr, il y a les sciences physiques, mais il y a aussi les sciences humaines et sociales, hein, la philosophie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, l'ensemble des sciences. Des questions scientifiques nombreuses qui présentent pas toujours des réponses simples. Hein, le logo d'Apple, est-ce inspiré de la vie d'Alan Turing? Probablement pas, mais comme dit Cédric Villani, c'est beau, la nature a horreur du vide. Et oui, Aristote nous avait laissé cette idée, hein, il ne peut pas exister le vide. Qu'est-ce que ça veut dire le vide aujourd'hui? Le vide quantique, comme on dit, un problème de l'énergie. Est-ce qu'on est capable de créer un endroit où il n'y a plus aucune énergie? Pourquoi les femmes sont-elles absentes des prix scientifiques? La réponse est relativement simple, parce que les hommes avec un petit h les ont empêchés de faire des études pendant très longtemps. Il n'y a que récemment qu'elles ont la possibilité de faire des études. Pourquoi la température est liée au nombre de 73,15? Belle histoire hein, d'un physicien à Montons au XVIIe qui va faire une expérience que je vous relaterai dans l'histoire de la thermodynamique, le cours numéro 4, je pense, 5. Que veut dire E égale mc2? Oui, qui comprend cette formule hein? E étant joule, m étant kilo, et c c'est la vitesse de lumière en mètres par seconde. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a changé la face du monde, on le reverra avec les théories de la relativité avec Albert Einstein au cours numéro 9. Marie Curie a-t-elle fait partie de l'Académie des sciences? Non. Et d'ailleurs, elle n'est plus jamais, hein, on lui a proposé un poste, elle n'a pas été élue, elle ne s'est plus jamais représentée. Nous en parlerons au cours numéro 2, lorsque je présenterai Marie Curie. L'homme descend du singe, eh bien en fait, peut-être que c'est le singe hein, qui descendrait de l'homme, donc ça c'est quand même assez incroyable. Hein, il y a eu un renversement dans les études au niveau des généalogies, hein, des filiations. C'est une idée qui a été à l'origine d'un grand nombre de propos idiots hein, sur le racisme, etc. J'en parlerai lorsque j'étudierai la vie de Charles Darwin, hein, le cours numéro 6, je pense. Einstein a-t-il participé à l'élaboration de la bombe atomique? Non, Einstein était un monsieur très âgé à l'époque, il avait une soixantaine d'années, dans les années 40, donc il ne participe pas au programme. Le cerveau a-t-il un sexe? Belle conférence de Catherine Vidal que nous avons eue à l'école d'ingénieurs il y a quelques années, et cette femme est venue nous parler de ce titre et qui était extraordinaire, non, le cerveau n'a pas de sexe. Les techniques, énormément de choses passionnantes, qui a inventé le papier hygiénique, qui a inventé la machine à traire, enfin la fermeture éclair, c'est passionnant, avec des réponses. Et puis voilà, il y a évidemment des tiraillements entre plusieurs inventeurs, ce n'est pas fondamental. Je vous remercie pour ce premier cours, à bientôt, au revoir.